Salut à tous et salut à toutes, vous êtes sur la Web TV Le Média et vous regardez Cybercombat, notre toute nouvelle chronique sur l'actualité vue par la lorgnette du web, des réseaux et de la tech. Aujourd'hui, on va parler de la place des algorithmes dans notre rapport au travail, de la fuite de données médicales de 500 000 personnes en France et enfin du hashtag revers de la médaille qui désigne une opération de cyberharcèlement pilotée par des masculinistes. Cet extrait des temps modernes date de 1936 et pourtant on pourrait se dire que rien ou presque n'a changé, du moins en ce qui concerne les niveaux de pression professionnelle auxquels les travailleurs sont exposés. Qui dit travail dit patron. Mais à l'allure où vont les choses, et si notre N+1 était un concept mathématique ? Je vois d'ici ceux qui vont me dire pourquoi est-ce qu'on flipperait d'une équation mathématique plutôt que d'une hiérarchie problématique. Eh bien, commençons par le commencement. C'est quoi un algorithme ? En gros, c'est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Des maths quoi, de la logique, de la science dure, de l'objectivité. Du coup, on peut se dire qu'au fond, ces algorithmes, produits purement rationnels, infaillibles, pourraient nous aider à mieux organiser la vie en entreprise. Et pourtant, ils sont en train de devenir patrons à la place des patrons. C'est ce processus que décrit le sociologue Nicolas Jounin dans son essai Le cachet de la Poste, paru aux éditions de La Découverte. Il a passé plusieurs semaines en immersion au sein de la Poste pour comprendre les réorganisations en cours dans cette entreprise symbole du service public. Des réorganisations qui s'imposent par la force des algorithmes. Tous les 2 ans, la Poste fait tourner pour un centre de distribution du courrier donné, donc un groupe de quelques dizaines de facteurs en général, fait tourner un logiciel qui associe d'une part un référencement, une schématisation, on va dire, des caractéristiques de la tournée, principalement des distances et des nombres de boîtes aux lettres, et ensuite une estimation du trafic, y compris au point le plus fin du point de distribution de l'adresse postale. Et puis tout ça est machiné avec des normes et cadences, c'est-à-dire des durées et des vitesses standards qui permettent de fournir des durées théoriques des tournées. Et donc la Poste fait ça, en sort des durées théoriques des tournées actuelles, celles que sont en train de faire les facteurs. Et par exemple, le facteur est supposé travailler 7 heures dans la journée et la Poste va lui dire en fait, ta tournée, elle ne fait que 4h23 minutes 59 secondes. Donc tu dois 2 heures, un peu plus de 2 heures et demie de travail à la Poste. Et donc dans cette réorganisation, on va supprimer des tournées et on va te rajouter des bouts de tournée à hauteur de 2h30 et quelques, de telle manière que tu travailles enfin 7 heures. Le sous-entendu est donc qu'il y a une oisiveté partielle du facteur qu'il faut combler. Alors on peut toujours se dire, il a raison l'algorithme, la Poste, c'est un peu des feignasses. Et c'est vrai qu'il y a un tas de sketchs qui jouent malheureusement de ce cliché. Bonjour. Non monsieur, ce guichet vient de fermer, faut voir à côté. Oh non, moi je suis fermé aussi, oh hein. Non mais il y a bien un guichet d'ouvert dans cette Poste. Oui, je crois qu'il y en a eu un en 84, c'était la belle époque. Mais non, mais c'est une légende ça, Francis. Bref, revenons à notre histoire de tournée, de facteurs et factrices, passée à la moulinette des sacro-saints algorithmes. Mon expérience, c'était l'expérience des collègues avec qui j'étais, mais c'est aussi l'expérience de dizaines de facteurs que j'ai pu interviewer par ailleurs. Les facteurs sont confrontés au fait que la tournée dure en pratique plus longtemps que ce qui a été prévu par l'ordinateur. Et donc, ça expose à des dépassements horaires, faire 8 heures, 9 heures, pas toujours payés par ailleurs, ces dépassements horaires, ou bien à tenter d'accélérer par tous les moyens, ce qui peut signifier se mettre en danger sur la route, parce que le travail de facteur, c'est beaucoup de circulation, parfois dans des véhicules légers comme des scooters ou des vélos au milieu de voitures, donc où en plus on est particulièrement fragile, ou bien une accélération qui passe aussi éventuellement par une dégradation de la qualité de service aux usagers. Je pense que beaucoup de gens ont pu avoir l'expérience d'un facteur qui ne sonne pas pour remettre un recommandé alors qu'on est à la maison, c'est particulièrement agaçant. Et ben, ça s'explique justement par cette surcharge des tournées découlant du calcul automatisé fait par la Poste. Vous savez maintenant pourquoi les livreurs se garent n'importe comment dans les rues, disparaissent 10 secondes après avoir sonné à votre interphone et enfoncent des colis bien trop gros dans votre boîte aux lettres alors que vous êtes là. Ils veulent être bien notés par les algorithmes.
Des algorithmes qui ne prennent pas en compte les caractéristiques humaines, sociales ou même géographiques du travail des facteurs et factrices. Alors, comme tout algorithme, enfin, c'est donc une modélisation, une simplification de la réalité. Donc, ça prend en compte un certain nombre de données, puis il y en a un certain nombre d'autres que ça ne prend pas en compte, bien évidemment. Typiquement, la météo, c'est-à-dire que la Poste va appliquer les mêmes algorithmes, les mêmes normes et cadences qu'on se trouve à Dunkerque ou à Nice, qu'on se trouve en montagne ou en plaine. Donc, il y a la météo, il y a le relief aussi. On n'a pas de représentation du relief et de l'impact que ça a sur les vitesses. Et ce qui est absent aussi, parmi d'autres éléments, c'est les caractéristiques des facteurs en eux-mêmes qui sont plus ou moins jeunes suivant les centres et qui, par ailleurs, depuis une quinzaine d'années, ont tendance, en moyenne, à devenir de plus en plus vieux parce que la Poste recrute moins. Elle a réduit ses effectifs de facteurs de 100 000 à 70 000 et donc ceux qui restent vieillissent ensemble et alors leur moyenne d'âge augmente. Et pour autant, les normes et les cadences qui leur sont imposées sont exactement les mêmes, sans tenir compte de leur usure physique. En réalité, un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine, à part que les données fournies au départ, ce ne sont pas des œufs ou de la farine, mais plutôt votre âge, votre genre, votre niveau d'études ou la fréquence de vos visites sur tel ou tel site. C'est l'être humain qui sélectionne les données entrantes et indique comment elles doivent être traitées. Ils ne sont donc pas neutres. Les humains qui les ont programmés ont leurs propres objectifs et leurs propres biais cognitifs. C'est pour cela que ces dernières années, on a beaucoup parlé d'algorithmes sexistes, racistes ou bien classistes. Avec l'omniprésence du numérique, les programmes informatiques ont pris de l'ampleur. Petit à petit, les algorithmes sont immiscés dans tous les aspects de nos vies, des réseaux sociaux au processus de recrutement, en passant par ce qu'on appelle les micro-travailleurs, les chauffeurs VTC et autres livreurs à vélo. En se basant sur des algorithmes et en promettant liberté et flexibilité, de nombreuses plateformes telles que Uber ou Deliveroo ont changé le rapport au travail, en notant les travailleurs, en les rendant disponibles partout et à toute heure, mais surtout en généralisant le régime de l'auto-entrepreneuriat qui ne protège pas vraiment les salariés. Rappelez-vous, en 2019, dans l'émission Cash Investigation, la journaliste Élise Lucet faisait émerger des mails internes à l'entreprise de livraison Deliveroo qui prouveraient que la direction a utilisé algorithmes et systèmes de géolocalisation pour identifier les livreurs en grève. Une pratique, bien entendu, illégale. Les logiques algorithmiques se retrouvent de plus en plus, par exemple, dans le recrutement. En janvier dernier, France Info parlait des entreprises Météo Job et Easy Recruit, dont les algorithmes scannent les CV pour en extraire des données et les noter en fonction d'une base de données pour l'un ou de la voix et du discours d'un candidat ou une candidate pour l'autre. Mais c'est tellement Black Mirror. Ça, je crois que je capte pas ta définition de Black Mirror. Il faut que tu... Genre, par exemple, ça, c'est quoi, par exemple? Ça, c'est Black Mirror, ça? Récemment, le recours massif au télétravail a montré la toute-puissance des algorithmes, mais aussi parfois de leur substitution à des logiques managériales. Dans un article de Capital de décembre dernier, on pouvait lire que la requête Google championne du confinement, avec une hausse de 1705% enregistrée en avril, s'intitule tout simplement « Comment surveiller ses employés qui travaillent à la maison ». Temps passé en ligne, durée des pauses, voire enregistrement des moindres faits et gestes, toutes ces données sont surveillées par certaines entreprises, transformant le télétravail en téléflicage. Car les algorithmes, s'ils ont permis d'automatiser et de faciliter de nombreuses tâches, ont également renforcé des logiques de chiffres et de rentabilité. Faut-il pour autant bannir les algorithmes? En tout cas, il faut déjà militer pour la publication systématique de la composition de ces algorithmes ayant vocation à organiser la vie en société et au travail dans un but de transparence. Au final, comme l'écrivent Antonio Aloisi et Valerio De Stefano, juristes en droit du travail, dans un superbe article intitulé « Les algorithmes pour contremaître » du site Le Grand Continent, tout dépend des humains derrière les algorithmes. Sur le papier, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie, il y a des utilisations déformées et des utilisations conscientes, des inventions et des innovations. La qualité du travail présent et futur dépend directement de la façon dont il est conçu, négocié et organisé. L'utilisation du numérique peut et doit être organisée afin de garantir que les progrès technologiques profitent au plus grand nombre et pas aux plus petits. Et si vos données médicales, comme votre numéro de sécurité sociale, votre groupe sanguin, votre adresse ou même votre état de santé et vos prescriptions médicales étaient diffusées au monde entier? C'est le cas de près de 500 000 patients français à la suite du partage et de la diffusion d'un document regroupant ces données sensibles dans des cercles de pirates informatiques, d'experts en cybersécurité, puis dans des forums de discussion. Dans une enquête de Libération qui retrace la provenance de ces données, dérobées à des laboratoires médicaux et contenant des données très précises mais surtout très sensibles, on peut lire par exemple lévothyrox, tumeur au cerveau, séropositif HIV ou patiente sourde.
Selon Libération, ces données seraient issues des fichiers d'une trentaine de laboratoires situés dans le Morbihan, les Côtes d'Armor, l'Eure, le Loiret et le Loir-et-Cher. Tous ces laboratoires utilisaient un même logiciel édité par la société française Daedalus, qui n'était plus mis à jour. L'éditeur de logiciel a lui-même confirmé une violation de ces données. La question, c'est comment ces données sensibles ont pu se retrouver en ligne. Le doute plane toujours. À l'origine, les données étaient vendues sur des forums spécialisés dans l'achat et la vente de documents piratés. Suite à un conflit avec un acheteur, l'un des revendeurs aurait choisi de diffuser gratuitement ces données, leur enlevant ainsi toute valeur commerciale. Le Monde révèle ainsi que cette fuite de données aurait été identifiée dès le mois de novembre 2020 par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et qu'ils en auraient averti le ministère de la Santé. Or, que s'est-il passé entre novembre 2020 et février 2021 ? C'est la question qui se pose, puisque la protection des données médicales est très réglementée en France et soumise au RGPD qui impose aux entreprises ayant subi une violation de leurs données de le signaler à la CNIL. Or, la CNIL a déclaré ne pas avoir été avertie. Désormais, l'affaire est entre les mains de la section cybercriminalité du parquet de Paris, qui a ouvert une enquête judiciaire pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données et extraction, détention et transmission frauduleuse de ces données. Bien sûr, on surveille ça pour vous. C'est une séquence que l'on pourrait intituler « Bienvenue chez les mascus ». Tant d'être féministe et ou progressiste sur Internet semble être devenu un véritable sport de combat. Selon une frange d'hommes très investis et très susceptibles, l'écriture inclusive et les campagnes médias visant à briser le tabou des règles ne seraient pas si anodines que cela. Coïncidence ? Je ne crois pas. Face au grand plan visant à détruire sournoisement la société française, certaines communautés masculinistes se sont persuadées qu'il serait de bon ton de cyberharceler les comptes Instagram et Twitter de celles et ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Une pratique tout aussi fun que d'aller jouer sur l'autoroute les yeux bandés un jour de brouillard. Il y a quelques semaines, Greg Toussaint, un humoriste qui cumule plus de 200 000 abonnés sur YouTube et 40 000 sur Instagram, a lancé le défi à ses followers de trouver les publications Instagram des pires gauchos de France et mettre en commentaire un emoji médaille pour les récompenser de leur gauchasserie. La militante Alice Coffin, la chanteuse Isult et le média en ligne Slate France se sont ainsi retrouvés inondés d'émojis médailles sur leurs publications. Samedi 27 février, le hashtag Revers de la médaille inonde Twitter, porté par des comptes assez étranges. Des descriptions multipliant les drapeaux LGBT, des hashtags féministes, mais comment dire, un peu trop pour sembler vrai. Et derrière le hashtag pseudo-féministe, il y a une opération sous faux drapeau de masculinistes, fans et membres de la communauté de Greg Toussaint, ayant créé des dizaines de faux comptes féministes et LGBT pour que leur hashtag soit repris par de vrais comptes militants et ainsi jouer un coup à la Scooby-Doo. Regardez, on était des hommes, MDR, qu'est-ce que c'est rigolo, le cyberharcèlement. Comme le révèle un article de Numérama sur cette affaire, ces vagues ciblées de cyberharcèlement, qu'on appelle des raids, sont préparées et préméditées. Les cyberharceleurs avaient créé un salon Discord qui permet des discussions écrites et vocales et qui ont pu être enregistrées par le média eninclusif.fr. Faire un truc qui montre que les féministes sont putain de manipulables. Bon compte, je vais quand même enlever mon nom de ma bio parce que flemme de me faire golden harceler. J'ai raté quoi? En gros, ce qu'on a dit tout à l'heure, on a des pages de féministes qui commencent à nous soutenir, qui ont dit qu'ils allaient nous soutenir demain. Nous sommes bien infiltrés chez l'ennemi. Demain, on va exploser de l'intérieur. Malgré les signalements et la fermeture du salon Discord, le cyberharcèlement des comptes féministes, LGBT ou antiracistes ne semble pas fini pour ces communautés masculinistes. Cela ne ferait même que commencer, selon certains. Bref, comme dirait un certain slogan féministe, heureusement qu'on demande l'égalité et non pas la revanche. C'est la fin de notre chronique Cybercombat. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez et mettez des petits pouces bleus si vous avez aimé. Et si vous le pouvez, devenez sociaux ou donateurs, donatrices de médias. Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Nos habitudes, ce que nous considérions comme nos acquis, sont brutalement remises en cause. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Les médias installés ne cachent même plus leur haine de la contradiction. Il est important de questionner leur légitimité dès lors qu'ils répandent sans honte une propagande gouvernementale et stigmatisent, divisent pour permettre à leurs maîtres de mieux régner. Indigéniste, militant islamiste. Il est de notre devoir de dévoiler les préjugés de ceux-là pour qui un manifestant n'est qu'un délinquant. C'est du maquillage, on vous rassure. Du sang sur un visage, rien que de la peinture, un réfugié, un problème à effacer. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir? Notre engagement
c'est de vous donner la parole, à vous, citoyens pacifiques ou en colère, syndicalistes, activistes, indignés, opprimés et oubliés de la République, penseurs et intellectuels libres. C'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie. Vous tous qui avez une parole à défendre, parce que vous portez des valeurs, un idéal commun. Si le gouvernement français nous avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui pour Cédric Chuvia. Cela fait 3 ans que nous avons décidé de construire une alternative aux médias des milliardaires. 3 ans qu'en dépit de tout, grâce à votre volonté, nous tenons. Un journalisme indépendant, c'est hyper important, un journalisme progressiste, humaniste, féministe, écologiste. On les appelle les sociaux, mais ce sont surtout des citoyennes et des citoyens qui, chaque mois, et à hauteur de leurs moyens, donnent de l'argent, de leur temps. Je vais dans les manifestations, je prends des images que j'envoie aux médias. Au travers de nos enquêtes et de nos reportages, de nos articles, ce sont leurs voix que l'on porte. Sans eux, nous n'existons pas. Le média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations de ses sociaux. Dès notre création, la question de la mise en adéquation de notre structure, avec notre modèle et notre manifeste, a été au centre de notre réflexion. Nous avons réussi ce pari fou. Aujourd'hui, nous faisons le pas qu'il fallait faire. Nous devenons une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, associant sociétaires, bénévoles, salariés et partenaires. Par ce choix, nous réaffirmons notre refus d'être mis au service d'une personne ou d'une ambition. Et nous remettons entre vos mains ce que nous avons construit et défendu au prix de nombreux combats. Rejoignez-nous dans ce combat contre les certitudes du macronisme triomphant et de ces relais médiatiques qui fracturent notre pays. Les gens qui nous dirigent, et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Rejoignez-nous pour consolider un média coopératif au service de l'intérêt général humain. Eh ben on va se battre, on va se soulever. Rejoignez le média en devenant sociétaire de la première coopérative audiovisuelle de France.